Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Les responsables du Paris Mutuel Urbain font parler leur cœur à l'endroit des malades dialysés de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Ils viennent de doter l'unité de 10 nouveaux générateurs pour mettre fin à leur calvaire d'attente en machine. À quelques jours de la COP29 en Azerbaïdjan, Oxfam Mali et ses partenaires en ordre de bataille pour prendre en compte les aspirations des communautés affectées par les changements climatiques d'ici le sommet de la COP29. Nord du Mali, au Nigeria, plus de 100 personnes ont perdu la vie hier en tentant de siphonner un camion citerne d'essence. Au Congo, à part le président de la République Denis Sassou Nguesso, interdiction de voyager pour tous les responsables du pays. La mesure vise à redresser l'économie du Congo. Ce jeudi, dans la chronique judiciaire, on va parler d'un acte qui peut sortir quelqu'un de prison, voire l'envoyer. C'est un acte qui, en plus d'être pris en compte par les lois et les coutumes, c'est un élément important dans la religion, tout comme dans la société. Garibou Perou nous parlera du témoignage. En sport, on parlera de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de ce football qui se profile à l'horizon du côté du Maroc au niveau des clubs. La leçon de sport sera consacrée ce jeudi aux officiels de table en handball. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Jeudi 17 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, en prélude à la COP29 prévue en Azerbaïdjan cette année, la caravane africaine pour la justice climatique est en ordre de bataille à Bamako. Cette rencontre est initiée par Oxfam Mali en collaboration avec les organisations de la société civile et a également réuni divers acteurs autour des enjeux climatiques. Elle vise à renforcer le plaidoyer en faveur des communautés affectées par les changements climatiques en vue de la COP29. Reportage à Guibou Koulibaly. La caravane africaine pour la justice climatique fait escale au Mali, mobilisant les organisations de la société civile, les communautés locales et les mouvements pour la justice sociale. L'initiative coordonnée par Oxfam Mali a pour objectif de sensibiliser et de plaider pour une action climatique plus forte en Afrique, particulièrement dans les zones touchées par la désertification et les sécheresses récurrentes au Mali. Au cours de ce lancement de la caravane africaine pour la justice climatique, le premier responsable d'Oxfam Mali souligne l'importance de ce mouvement pour amplifier la voix des populations locales et pousser les décideurs à honorer leur engagement en matière de justice climatique. Il rappelle que malgré les objectifs ambitieux de l'accord de Paris, les résultats obtenus restent insuffisants face aux besoins réels des communautés vulnérables. Dr Ahmed Maïga, directeur pays Oxfam au Mali. Nous contribuons par des projets à renforcer la résilience des communautés au niveau rural, mais aussi à soutenir les caravanes d'influence comme celle qui nous réunit. Mahamadou Aïdara, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le Mali, pour montrer son engagement à lutter contre les effets néfastes des changements climatiques, a mis en place un cadre juridique et institutionnel adéquat à travers, entre autres, la ratification de plusieurs accords multilatéraux sur l'environnement, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'accord de Paris sur le climat. L'adoption de plusieurs politiques et stratégies en la matière, la mise en place d'un fonds climat Mali, la mise en place de cadres de concertation sur les questions environnementales et climatiques, la mise en œuvre des projets et programmes sur les changements climatiques. Cette troisième édition de la caravane africaine pour la justice climatique marque ainsi un pas décisif vers une plus grande mobilisation pour la justice climatique au Mali. Le reportage signé Agibou Koulibaly. Les acteurs du projet international Rescue Community étaient réunis ce mercredi à Bamako. Au menu des échanges, la restitution des résultats du projet de recherche sur le traitement nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois en sous-poids sévère dans le district sanitaire de Nara. La rencontre regroupe, outre les partenaires, les acteurs intervenant dans le domaine de la nutrition. Elle est organisée par International Rescue Committee, IRC. Reportage Sokuna Kamisoko. D'après les données de l'UNICEF, au Mali, près d'1 million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë. La catégorie d'enfants touchés est de 0 à 59 mois.
Pour y remédier, les acteurs du projet IRC, International Rescue Committee, et les chercheurs de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako ont consacré une étude. Le thème de cette étude est le traitement nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois en sous-poids sévère dans le district sanitaire de Nara. Moudou Diaw, vice-président de l'IRC pour l'Afrique de l'Ouest. IRC a produit plusieurs recherches au Mali, notamment une recherche sur ce qu'on appelle le protocole simplifié. Le protocole simplifié consistait à utiliser la mesure du périmètre brachial qui, si c'est inférieur à moins 25, les enfants sont admis dans le programme. Mais il y a un groupe d'enfants qui ne sont pas actuellement pris en charge dans les programmes de malnutrition, qui sont des enfants qui sont en sous-poids, mais dont le périmètre brachial est supérieur à 125. Il s'agit en substance de doter les acteurs intervenant dans le domaine de la nutrition d'instruments devant leur servir de boussole d'orientation. Dr Mohamed Ibrahim Mohamoud Babi, à la sous-direction nutrition de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Les résultats nous ont montré qu'il faut encore chercher parce que les enfants en sous-poids, nous avons un taux de guérison de 50%, alors que dans notre programme habituel, nous atteignons des taux de guérison de 90%. L'effet positif, c'est que ça nous a aussi montré, ça nous a aussi informé qu'il peut y avoir un effet positif sur le développement de la croissance, spécifiquement sur la taille. L'étude sur le traitement nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois en sous-poids sévère dans le district sanitaire de Nara a démarré en septembre 2022 et prend fin en mars 2024. Elle a touché plus de 1399 enfants. Il est 13h07 dans la cité de Balanzon à Ségou où les capacités opérationnelles de l'hôpital Nianankoro Fomba ont été renforcées grâce à un geste du Paris Mutuel Urbain PMU Mali. Des nouveaux générateurs de dialyse viennent d'être installés à l'unité de dialyse de l'hôpital régional de Ségou, ce dont va permettre d'améliorer la qualité des prestations de cette structure sanitaire qui va soulager beaucoup les malades en cas de dialyse qui souffraient énormément faute d'appareils. Fousseni Samake pour les détails. Fini les tracasseries des patients de l'unité de dialyse de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. 10 nouveaux générateurs de dialyse viennent d'être remis à cette unité grâce au partenariat entre le PMI Mali et le ministère de la Santé et du Développement social. Fasseri Doumbia, directeur général de PMI Mali. C'était pour répondre à des besoins pressants au niveau de la région de Ségou. Quand on a 10 générateurs tout neufs, opérationnels, ça veut dire que la capacité opérationnelle a été multipliée par près de 10. Nous avons déjà signé une convention de 5 ans avec le ministère de la Santé et du Développement social pour que nous puissions contribuer à éviter les ruptures en matière de kits. En plus de ces appareils de dialyse, des kits offerts par PMI Mali permettront d'assurer le fonctionnement de cette unité qui sert non seulement les patients de la région de Ségou, mais ceux d'autres régions du Mali. Dr Jacques Plubali, chef de l'unité de dialyse de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Cela va nous permettre vraiment d'augmenter la capacité de 20 malades par jour à jusqu'à 30 voire 40 par jour. Avant l'arrivée de ces 10 générateurs, nous avons 5 qui étaient fonctionnels, mais avec le temps, ces 5 sont défacés jusqu'à avoir resté 2 seulement. On n'avait que 2 machines. Dr Guiné, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, est à l'écoute de la population et n'œuvre rien que pour l'amélioration de la qualité des services vraiment au profit de cette population. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des vivres et des non-vivres du mois de la solidarité. Aussi, la délégation a visité les installations photovoltaïques au niveau de la morgue offertes par le comité de mobilisation des fonds de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Ségou Fousseni Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. 13h10, actualité hors du pays au Nigeria. 140 personnes ont perdu la vie hier et plusieurs autres blessés dans l'explosion d'un camion-citerne dans l'état de Jigawa. Les victimes sont des habitants venus récupérer du carburant échappé du véhicule renversé. Le camion venait de se déporter pour éviter la collision avec un autre dans la localité de Majiwa, à une centaine de kilomètres au nord-est des Kano. Selon les autorités nigérianes, le bilan pourrait encore s'alourdir. Au Congo-Brazzaville, les ministres sont privés de voyage à l'étranger jusqu'à la fin
pour redresser l'économie du pays. La circulaire a été signée hier par le Premier ministre Anatole Koliné Makossa. La circulaire du chef du gouvernement fait suite aux instructions données par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Les hauts fonctionnaires et les autres agents de l'État sont concernés par la mesure, mais les missions impliquant le président de la République ne sont pas concernées par cette mesure. Au Mozambique, le parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, Frelimo, remporte les élections générales du 9 octobre dernier selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale. Daniel Chapo, candidat du Frelimo, a été largement annoncé comme vainqueur de l'élection présidentielle. Cependant, l'opposition conteste les résultats, dénonçant des irrégularités électorales et crie déjà à la justice. Les résultats définitifs des élections générales au Mozambique sont attendus le 24 octobre prochain. Enfin, au Proche-Orient, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Espagne ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban. Les trois pays exhortent les parties en conflit à suspendre les hostilités et à trouver des solutions diplomatiques pour éviter une détérioration supplémentaire de la situation humanitaire. Cet appel intervient alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient menacent la stabilité régionale et compliquent les efforts pour parvenir à une paix durable selon les trois pays. Dans un instant, le sport. Dans les titres en sport, la prochaine Ligue des champions féminines des clubs va se jouer au Maroc du 9 au 23 novembre 2024. Et puis, toujours dans cette page sport, on parlera également de la traditionnelle conférence de presse du ministre en charge des sports. Le résumé de l'actualité sportive, c'est signé Isaac Chenou. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'institution civique et de la Constitution citoyenne était face à la presse hier mercredi. Abdul Kassim Ibrahim Fomba a respecté sa tradition de faire le point des activités menées par son département au cours du mois écoulé. Radio Matina a assisté à cette conférence. Je vous propose qu'on écoute. Le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné des principaux directeurs de son département, a éclairé la lanterne des hommes des médias à la faveur de la conférence de presse mensuelle qu'il a instaurée. Le ministre Fomba, lors de la rencontre, est revenu sur le bilan des activités réalisées par son département du 1er septembre au 12 octobre. Une démarche qui tourne autour des trois axes du dit ministère. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nos stades ne servent pas que pour le football, ou pour le sport. Nous le faisons même pour les événements culturels. Nous avons l'habitude également de mettre à disposition le stade pour même les événements religieux. Et je pense qu'il y a eu ça en cours, il y a eu ces événements-là. Mais ce qu'on peut vous dire, mais des dispositions ont été prises dès le lendemain de l'événement en cours. Mais malheureusement, le gazon ne pousse pas en une journée. Il y a beaucoup de traitements à faire. Donc on a pris quand même toutes les dispositions qu'il faut. Je pense que la compréhension aujourd'hui, à ce stade où je vous parle, elle est commune. Et nous sommes en très bonne voie pour que ces genres de situations puissent ne plus se répéter. Football féminin, la prochaine Ligue africaine des champions féminines se jouera au Maroc en novembre prochain. L'information a été dévoilée par la Confédération africaine de football hier et selon la CAF, le tournoi se déroulera du 9 au 23 novembre 2024. 8 clubs qualifiés pour cette Ligue des champions féminines de CAF 2024, les Andams d'Afrique du Sud, l'Asfar du Maroc, Aigle de la Médina du Sénégal, Edo Guinness du Nigeria, Tout-Puissant Mazembe du Congo, Commercial Bank of Ethiopian d'Éthiopie, University of Western Cape d'Afrique du Sud et Toutankhamun d'Égypte. Comme tous les jeudis, parlons à présent de notre leçon de sport du jour pour vous permettre de comprendre certaines disciplines. Eh bien, ce jeudi, on va parler des officiels de table en handball. À quoi servent ces officiels? La réponse est avec Isaac Chenou. Pour la rencontre de handball, la présence d'un secrétaire de table ou marqueur et d'un chronomètre est obligatoire. Ils ne sont pas choisis au hasard, nous dit Amadou Baïga, entraîneur de handball. Lors d'un match de handball, il y a des délégués sur la table, dont un marqueur et un chronométreur. Ce sont des gens qui doivent maîtriser les règles du jeu, choisis parmi les anciens arbitres ou d'anciens joueurs de haut niveau. Ces personnes sont durant le match les assistants de l'arbitre. Elles ont un rôle très important dans le bon déroulement de la rencontre. Ils aident les arbitres à diriger un match quand il y a des anomalies sur le terrain qui n'ont pas été vues par les arbitres, ils les signalent. Parmi ces fautes, il y a les mauvaises rentrées, les coups
ou d'antisportivité. Ils suivent les avertissements, les exclusions de 2 minutes, les disqualifications. Les hommes de la table suivent l'application des règles au-delà du terrain, précise Amadou Maïga. Les délégués ont le contrôle du temps de jeu des tamons. Généralement, c'est eux qui suivent l'application des règles de jeu en dehors de l'heure de jeu. Il y a également un délégué de match qui joue un rôle prépondérant en handball. Le superviseur est généralement un membre du bureau fédéral. Il travaille avec les arbitres et les délégués. Et c'est lui qui a la responsabilité de la rencontre. Il veille sur les bandes de touche afin que le règlement soit respecté. Quand les entraîneurs refusent de respecter les règles, il peut appeler les arbitres et demander une sanction pour l'entraîneur en question. C'est lui qui veille à la protection de tous les acteurs de la rencontre. En cas d'incident, c'est lui qui doit intervenir. En cas de litige, la table de marque n'intervient qu'à titre consultatif. La décision finale appartient aux deux arbitres de jeu. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire de ce jeudi va nous parler de témoignages en famille, dans les lieux de prière et d'adoration, même dans les services. Il nous est au moins une fois arrivé d'entendre les témoignages. C'est la déclaration d'un fait ou d'un événement au sens large. Le témoignage a une place importante dans le domaine, surtout de la justice, le régime général des obligations, le code de procédure civile, commerciale et sociale et même le code pénal et de procédure pénale ont donné réponse aux questions du témoignage. Lors d'un procès, par exemple, le juge peut faire appel aux témoins pour établir ou prouver les faits. Mais attention, un témoignage infondé n'est pas sans conséquence devant le juge. C'est quoi le bon ou vrai témoignage? La réponse avec Garibou Perrault dans la chronique judiciaire. Principalement oral, le témoignage dans le domaine du procès est la déclaration d'une personne. Cette dernière n'est pas intéressée par le fait juridique qui oppose au moins deux parties. D'une des fois, cet acte permet au juge d'administrer les éléments de preuve pour justifier cette décision. Maître Hamidou Kone, avocat inscrit au barreau du Mali. Le témoignage, a priori, n'est pas une preuve écrite. Le témoignage est une preuve orale qui est rapportée au juge, non pas par les parties, mais par des personnes qui ne sont pas intéressées au procès. Il faut que le témoignage soit le récit de quelqu'un qui était présent lors d'un événement ou lors des faits pour lesquels la personne intervient. Je l'ai vu, ou alors j'y étais, j'ai entendu telle personne dire ceci ou cela. Dans notre arsenal juridique, le témoignage est bien réglementé. Il ne représente aucun risque s'il est sincère. Quand vous prenez la loi 87-31, que nous appelons chez nous le régime général des obligations, le témoignage est classé parmi les modes de preuve. Il n'est pas prévu simplement par le régime général des obligations. Le témoignage est prévu par le code de procédure civile du Mali, ce qu'on appelle le code de procédure civile, commerciale et sociale. Le témoignage est prévu par le code pénal du Mali. Le témoignage est également réglementé par le code de procédure pénale du Mali. Qu'il soit écrit ou oral, le juge a besoin de témoignages, surtout les témoignages fondés sous la foi du serment ou à titre de renseignement. Venir déformer la vérité n'est pas sans conséquence. Le témoignage s'est fait sur la base d'un serment qui aura été préalablement prêté. Le serment de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Quand vous venez témoigner d'un fait, vous dites, je suis telle personne, née à telle date, de telle et de telle autre personne, je ne dois rien à ces personnes-là, je ne suis ni parent, ni allié, ainsi de suite. Et donc, le juge vous prend au sérieux. Et quand le juge vous prend au sérieux, tout ce que vous dites, le juge prend ça au sérieux. Et quand le juge fonde sa décision sur ça, et qu'après on se rend compte que, tu lui as fait mal. Et en lui faisant mal, tu fais mal à la nation parce que le juge ne rend pas la justice en son nom. Il rend la justice au nom du peuple tout entier. Le faux témoignage dans le cas de succession est de plus en plus fréquent. C'est le constat dans les procédures judiciaires. On appelle des témoins qui viennent, ils connaissent le docu-juge, celui qui est décédé. Ils connaissent son ou ses épouses. Ils connaissent l'ensemble de ses enfants. Mais ils se donnent le plaisir de venir témoigner. Eh bien, dans leur témoignage, ils excluent de façon volontaire certains héritiers. Bien avant les cours et tribunaux, le témoignage a existé dans les pratiques traditionnelles. Il demeure toujours et avec efficacité.
Nous faisons des affaires de 100 000, de 1 million, de 1 milliard, des fois, sur la base simplement d'un appel téléphonique ou des vocaux ou des petits arrangements. On ne se donne pas la peine d'écrire. Si vous ne pouvez pas faire un document écrit, faites en sorte qu'il y ait au moins des éléments de témoignage concordants qui puissent vous permettre, en cas de difficulté, de pouvoir vous en sortir. Dans nos sociétés, ça s'est passé toujours comme ça. Quand les gens venaient payer leurs engagements, ils se faisaient toujours accompagner. Même dans les lieux de vente de bétail. Vous voulez acheter un animal, vous verrez quelqu'un d'autre à côté, vous comptez l'argent, vous donnez à cette personne qui remet au propriétaire. Ce n'était pas fortuit. Le juge ne juge pas sur la base du néant, mais sur les éléments produits. Loin donc de rumeurs, des racontars publics ou du secourisme, les témoignages et la déclaration pour la manifestation de la vérité lors des procédures judiciaires. C'est sur ce témoignage qu'il signe tous les jeudis dans le journal de 7h et 13h, appelé Chronique judiciaire, que s'achève ce journal à 13h passé de 20 minutes à Dramani, région de Caille. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Alimata Ouattara, réalisation Draman Sanogo, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Kaniki Eta sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Prenez soin de vous. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile. Les tâches sont de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Le prochain rendez-vous, c'est à 19h30 et vous serez en compagnie de Cheikh Mouar Sangari.